Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Asturic. Entre la Suisse et la France, Julien est à la fois physiothérapeute et préparateur physique. Il est aussi l'hôte du podcast Objectif Performance où il va à la rencontre de ceux qui amènent leurs athlètes au plus haut niveau. Kiné, physio, préparateur physique, coach, médecin qui accompagne les plus grands comme les joueurs de l'équipe de France de football. Et puis, il a une casquette entrepreneuriale qui me plaît plutôt bien pour ceux qui nous suivent depuis quelques années. Il est l'associé d'une entreprise qui a développé l'application No Minute, la première plateforme de podcast sur la croissance et la progression personnelle de tout un chacun. Alors, sois le bienvenu, Julien. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Salut Quentin, merci beaucoup. Écoute, je me sens bien. Je suis content de discuter, d'échanger avec toi sur tout ce que tu as prévu. Et donc tout baigne quoi. Tout baigne. Bon, si tout baigne, lançons toutes ces hostilités dans le bon sens du terme, bien évidemment. Tout d'abord, on a une question, on va dire, récurrente en début de podcast chez Génération Canopée. C'est qui es-tu, Julien, vu par Julien ? Alors, je suis physio, préparateur physique, je suis papa de 2 enfants, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons, et je suis donc on va dire le fils de mes parents, le petit-fils de mes grands-parents. Mais après je suis un peu, je touche à tout, j'aime le sport, j'aime la famille, j'aime le boulot. Et j'ai aussi ma compagne avec qui j'ai 2 enfants, donc comme tout un chacun, on va dire, j'ai plein de casquettes et plein de choses qui me passionnent, quoi. Ouais. On a vraiment l'impression avec des métiers passion que tu exerces entre le podcasting d'un côté et puis surtout ton métier de prédilection, physiothérapeute. D'ailleurs, physiothérapeute, c'est la même chose que kiné, on est d'accord ou, hein ? C'est ça. En fait, version suisse. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a que en France, dans le monde entier, il n'y a que en France où les physiothérapeutes sont appelés masseurs kinésithérapeutes. Et c'est intéressant parce que le massage, c'est une des techniques de la kinésithérapie, au même titre que la thérapie manuelle, que le renforcement musculaire, que les étirements, peu importe. Mais à l'époque où ce métier, on va dire, a décollé, en fait, ils ont mis une des techniques avec le mot kinésithérapeute, donc c'est soigner par le mouvement et pour le mouvement. Et partout ailleurs dans le monde, en espagnol c'est physiothérapeute, en Angleterre c'est physiothérapeute, en Suisse c'est physiothérapeute, partout ailleurs c'est physiothérapeute. D'accord. Donc c'est intéressant à noter, quoi. Ok, et en fait cette genèse, elle a toujours existé en fait en France, on a toujours voulu faire différent des autres, c'est pour ça. C'est clair. Et puis je pense qu'à l'époque on pensait que le massage allait être effectué par quasiment tous les kinés et allait guérir peut-être énormément de choses. Et puis après ça a évolué avec le temps. Mais je sais que par exemple en France, il y en a qui aimeraient que ça s'appelle plus masseur kinésithérapeute, mais par exemple que kinésithérapeute, ou alors justement que ça prenne le nom international de physiothérapeute pour, on va dire, homogénéiser ce qui se fait déjà dans nos pratiques, parce que, alors je parle pour moi, mais on va dire le massage c'est encore une fois un des outils qu'on a à disposition. C'est pas, pour moi, c'est pas mon outil principal, loin de là, mais c'est un des outils que j'ai dans ma boîte à outils, que j'utilise de temps en temps. Ok, et versus ou en complémentarité, l'ostéopathie, ça fait partie de la physiothérapie ou non, c'est différent Alors c'est un métier différent, alors on a des points communs. Alors nous en kiné on utilise tout ce qui est thérapie manuelle, et dans l'ostéopathie, dans l'ostéopathie, il y a des techniques de thérapie manuelle qu'on retrouve aussi en kiné. Souvent c'est des kinés qui se forment en plus, par exemple donc kiné thérapeute manuel, ou alors kiné ostéo, ou alors des ostéos sans autre diplôme que kiné ou autre, mais ça fait partie aussi de certaines techniques qu'on a en commun avec l'ostéo. D'accord. Et toi, t'es physiothérapeute, t'es aussi coach sportif. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, tu accompagnes des sportifs sur le plan physique. Ça s'apparente à quoi ? Tu fais quoi ? Et quelle cible, quelle personne tu accompagnes ? Ouais, donc moi c'est en gros justement, moi j'avais pas mal de collègues qui faisaient kiné et ostéo en sortant du diplôme, et moi ça m'intéressait pas parce que déjà tout le monde faisait ça et que ça me gonflait de faire comme tout le monde. Et moi ce qui m'intéressait
Donc je suis passionné de sport et depuis le début, moi, quand j'ai voulu faire kiné, c'était justement pour le mouvement et par le mouvement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cet aspect, on va dire, retour au sport. Soigner par le sport, pour le sport, et par le mouvement et pour le mouvement, comme je disais tout à l'heure. Et donc moi, l'aspect kiné me plaisait là-dessus, mais je me trouvais limité par rapport à tout ce qui est préparation physique et on va dire développement des compétences, tu vois, de vitesse, de force, de puissance, etc. Et donc je me suis formé, donc j'ai fait un DU européen de préparation physique à Lyon, donc où on avait des séminaires à Lyon, Turin, Bruxelles, Lausanne notamment, où je me suis régalé, j'ai appris plein de choses, puis après j'ai fait encore d'autres formations là-dedans, parce que je me trouvais limité en tant que kiné sur mes patients justement sportifs, alors pas forcément au niveau sportif, mais sportifs de tous âges, tu vois, ça peut être des sportifs du dimanche comme des sportifs d'élite, et que je me retrouvais limité avec juste ma casquette de kiné. Pour tout ce qui est l'aspect voilà, retour au sport et retour à 100% de ses possibilités. Donc je me suis lancé là-dessus et ouais, je me régale. Je trouve que c'est une des parties les plus passionnantes de mon métier parce que c'est, tu vois, quand ça commence à aller bien et que tu commences à pousser, tu vois, c'est pas un peu comme un avion qui décolle, tu vois. Quand le mec met les gaz, et ben, il met pas les gaz à moitié, donc là, faut envoyer les gaz. Et donc, faut pousser ton patient à bloc. Et en même temps, tu as toujours un petit peu ce risque de rechute, de récidive et tout ça qu'il faut gérer. Tu as le patient qui appréhende. Par exemple, moi, je vois beaucoup de patients opérés du ligament croisé. C'est une pathologie assez, on va dire, au final, assez courante. J'y suis passé, donc je comprends. Voilà, tu vois, tu en as eu aussi ? Ouais, à 16 ans, rupture des ligaments croisés. Voilà, j'en ai 2 qui ont sauté et j'étais voilà, sur une pendante ascendante dans le handball avec des belles projections potentiellement semi-pro, peut-être pro, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne saura jamais. et donc, j'ai eu 2 ligaments artificiels notamment qui m'ont été mis et à mes 25 ans, j'en ai pété un. Bon, voilà, faudrait que je me fasse réopérer. Petit aparté. Mais tu vois, c'est ouf. Et on se rend compte sur les études que le nombre de personnes qui reprennent le sport au même niveau après un ligament croisé opéré, elles sont pas tant que ça et on n'en parle pas, on en parle peu et on n'en parle pas assez. Moi, j'ai été opéré je venais d'avoir 18 ans, j'ai pété à 17 ans et j'ai été opéré à 18. Et par exemple, alors c'est mon cas perso, pendant 10 ans, j'ai plus fait de sport parce que j'avais mal au genou, parce que dès que je faisais un squat sur une jambe, j'avais le genou qui flambait, dès que je faisais 10 bornes en vélo, j'avais le genou qui flambait. Donc ça, on n'en parle pas et donc j'ai dû complètement changer de pratique. Moi, j'adorais le rugby, je faisais du rugby, je jouais au foot le week-end avec mes potes, je courais, je faisais du vélo. Pendant 10 ans, tu te retrouves à plus rien faire et puis quand tu reprends, je faisais du judo aussi. Enfin, tu fais plus du tout les mêmes choses et ça, tu vois, on parle justement d'activité physique comme quelque chose d'hyper important pour la santé, mais le nombre de personnes qui se font un ligament croisé, qui se font opérer ou pas, mais en tout cas qui sont obligés d'adapter leur pratique sportive après parce que ils n'ont pas récupéré, c'est énorme. Et ça a un coût pour la sécurité sociale, c'est un coût moral aussi. Tu vois, quelqu'un qui a, comme toi, tu vois, tu parlais du handball. Toi, peut-être que tu aurais bien aimé être semi-pro et pouvoir continuer, récupérer peut-être en 8, 9, 10 mois, 12 mois, mais récupérer ton niveau et après t'éclater peut-être pendant 10 ans, faire une carrière plus ou moins grande et voilà. Et voilà, t'as eu ça, t'as dû adapter ta pratique sportive et là, t'es peut-être, je sais pas, je connais pas ton âge, mais peut-être 10, 20 ans après, tu envisages de te refaire opérer et de repasser par la case rééduque, etc. Enfin, c'est un truc important. Ben ouais, tu as 16 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. C'est clairement, et à 25 ans, en effet, j'ai un de ces ligaments artificiels qui a ressauté en refaisant du hand d'ailleurs. Et clairement, aujourd'hui, j'ai rencontré je suis allé à Darla, donc faire du kite il y a quelques années, et donc sud du Maroc, et j'ai rencontré justement apparemment un des meilleurs chieurs qui est d'ailleurs, je me souviens plus son nom de famille, mais qui est d'Annecy d'ailleurs, là où tu habites, qui est assez connu dans le monde du genou apparemment pour les opérations du genou et justement il m'avait dit bon Quentin, faudrait vraiment que tu te fasses opérer si tu as des problématiques de genou comme celui-ci pour pas qu'à 50 ans 60 ans tu te retrouves avec un genou encore pire que exactement. Clairement.
Donc voilà, c'est la question. Mais en effet, si dès le départ, on a. Je digresse, hein, mais quand je regarde maintenant, je me projette quand j'avais 16 ans, post-opération, j'ai vu en fait les différentes étapes que j'ai eues avec mon kinésithérapeute. Bon, c'était un kiné de campagne, pas du tout spécialiste dans le milieu du sport. Et c'est vrai qu'au bout de 4 mois et demi, il me dit bah, franchement, là, tu as super bien récupéré, recommence à faire du hand. Du coup, ben, en fait, c'est vraiment au bout de 5 mois que je me suis remis à faire du hand. Bon, après, ça t'en allait que ça l'a fait, j'ai continué. Et puis après, bon, j'ai dû partir pour mes études. Et puis, bon, ben, voilà, ainsi de suite, je me suis mis à arrêter là-dessus. Par contre, j'ai fait du rugby. C'était un peu plus linéaire, on va dire, que le handball. Il y a moins de pivots. Mais bon, problématique quand même. Et je pense que bah, du coup, je suis pas le seul, quoi. Carrément. Et alors, il y a moins de pivots, ça dépend du poste, hein, au rugby par rapport au handball. Mais c'est clair que si on disait aux gens qui se font opérer d'un croisé ou qui se font pas opérer mais qui se font une lésion au croisé, ben voilà, il y a des chances pour que tout se passe bien. Si vous bossez correctement, si vous êtes bien pris en charge et si vous faites ce qu'il faut à la maison, tu vois, c'est marrant, mais hier, je vois une patiente qui s'est fait opérer d'une prothèse de genou, qui est plutôt jeune, qui a 63 ans. Ouais. Et c'est quelque chose de traumatique, c'est-à-dire qu'elle a été bousculée par un chien qui lui a fracturé le plateau tibial. Et en fait, il y avait déjà beaucoup d'arthrose sur son genou, donc ils ont pris la décision de mettre une prothèse de genou. D'accord. Et en gros, après opération, donc le J0, c'est le jour de l'opération, le J1, c'est un jour après. En général, les gens sont encore, on va dire, un peu anesthésiés, donc limite, ils se disent « Ah ouais, ben franchement, si c'était ça, je me serais fait opérer avant, tu vois, le J1, tout va bien, tout, ça plie bien, ça plie à 90 ou 90 degrés. Le quadriceps, suivant quelle a été l'anesthésie, ça contracte ou pas, mais ça va plutôt bien. Et le J2, si tu veux, c'est le coup de bâton, c'est-à-dire un retour coup de bâton, coup de bambou, où là, ben, J2, il y a moins d'anesthésie, et puis là, la douleur, elle commence à monter. C'est toujours plus galère. Et cette patiente, J1 super bien, J2, alors c'est elle-même qui m'en a parlé, qui m'a dit, on m'a dit que le J2 c'était compliqué, donc je n'allais pas lui mentir, donc j'ai essayé de la rassurer. Je dis c'est vrai, c'est plus compliqué. J'explique l'anesthésie, j'explique qu'elle est bien prise en charge, voilà, là où on bosse à l'hôpital d'Artour avec les infirmières, qu'il faut pas qu'elle hésite à demander, etc. Donc on en parle effectivement. Donc le J2 c'était moins bien, le J3 c'est moi qui la revois, ça va toujours un peu moins bien. Puis là, je l'ai revu, je crois, J4 ou J5, et c'était toujours pas foufou, tu vois. Et bon, j'avais quand même pas mal discuté avec la patiente, et je me serais pas permis ça avec tous les patients, toutes les patientes. Mais par exemple, cette patiente, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais là, il faut se prendre en charge, tu vois, il faut se prendre en main. C'est une patiente de 63 ans, donc plutôt jeune encore, et qui, en fait, se laissait, mais complètement descendre, quoi. C'est-à-dire que t'as des patients de 70, 80 ans, dès qu'ils peuvent, j'ai remarqué ça, mais dès qu'ils peuvent, ils s'habillent en tenue de ville. Tu vois, ils sont à l'hôpital, mais dès qu'ils peuvent, même si c'est un survêt ou un petit polo, dès qu'ils peuvent, ils s'habillent. Tu vois, à J3, plutôt que de garder la blouse de l'hôpital et de rester affalé dans le lit toute la journée, dès qu'ils peuvent, tu les trouves, ils sont en train déjà de marcher dans le couloir, ils te demandent des exercices en plus, tu vois, ils sont proactifs. Et cette patiente-là, que les premiers jours j'ai trouvé bien dynamique et motivée, là je voyais que petit à petit elle était en train de sombrer en se disant ça fait super mal, je vais pas y arriver, je vais jamais pouvoir marcher, me balader, machin. Et là je lui ai mis un coup de pression. Et là voilà, encore une fois je me le suis permis parce que je la connaissais un petit peu, qu'on avait déjà parlé de plein de choses avant, etc. Et je dis attends, vous avez 63 ans là, maintenant les exercices il faut les faire. Tu vois, j'ai vu la qualité des exercices qu'elle faisait quand je lui demandais. Donc j'ai très bien compris qu'elle le faisait pas alors qu'on s'était mis d'accord pour qu'elle les fasse tous les heures un petit peu. Et là je dis si dans 3 semaines vous voulez revenir et papiller le genou et boiter pendant 6 mois, avoir mal pendant 2 ans, continuez comme ça, quoi. Tu vois. Et là ça lui a mis un coup de boost. Carrément. Et à la fin, donc pareil, je lui dis t'es préparateur mental aussi, non, en fait. non mais l'aspect ce qu'on appelle éducation thérapeutique, l'aspect gestion de la douleur, l'aspect écouter les patients, les rassurer quand il faut, etc. Tu vois, quand tu soignes un genou, tu soignes pas un genou, tu soignes une personne qui a été opérée d'un genou, donc avec tout l'historique qu'elle a pu avoir, c'est-à-dire le traumatisme, elle a été bousculée par un chien, ça l'a un peu, tu vois, bousculé. Tu t'attends pas quand tu vas marcher comme ça, te faire fracasser le genou par un chien, quoi. Sauf que là, c'est arrivé, donc elle est un peu brassée, il y a plein de choses qui jouent, et donc notre rôle c'est d'écouter, de conseiller au mieux. Et là pour cette patiente, clairement il fallait
remettre un coup de boost parce que Ça sinon va elle se booster. laissait, elle se laissait glisser complètement. Mais donc voilà, ça allait mieux après. Et je demanderai à mon collègue Ouais. qui l'a vu aujourd'hui, mais je pense que ça ira bien après. J'espère. Ouais, bon, ben, en tout cas, voilà, on voit que tu es là et que tu es proactif. Et c'est bien aussi d'avoir des personnes comme toi qui captent aussi ces signaux faibles. Et c'est pas juste une personne comme une personne lambda. Et c'est vraiment un patient que tu essayes de traiter dans son ensemble. Complètement. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, là, je digresse, mais c'est vrai que dans les hôpitaux en France, il y a de moins en moins de personnel soignant vis-à-vis des patients. Et alors, je sais pas comment c'est en Suisse, mais mine de rien, en fait, c'est pas que t'es un numéro. Voilà, j'ai une très bonne amie qui est pédiatre, une autre qui est nutritionniste au CHU de Montpellier. N'empêche que ils ont un timing qui est de plus en plus serré pour chaque patient, et automatiquement tu peux pas passer autant de temps, discuter, etc. Si tu veux traiter l'ensemble du personnel. Donc voilà. Ça me rend fou, ça me rend fou. En France, dans un pays dit développé, qu'on traite les soignants de la manière dont ils sont traités actuellement, ça me rend fou. Une phrase que j'aime bien, alors je sais pas de qui elle est, mais c'est on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin de nous. Tu vois, et le personnel soignant, et dans son ensemble, hein, il n'y en a pas un qui est mieux loti, tu vois, que ce soit les médecins, mais tu as parlé des pédiatres, que ce soit les pédiatres, les kinés, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières, enfin, peu importe, et notamment aussi à l'hôpital, mais même en libéral, on nous pousse. Alors, je vais parler de ce que je connais ou de ce que j'ai connu pendant 8 ans, c'est-à-dire la kiné libérale. Nous, la majorité des pathologies, et notamment en musculo-squelettique ou en traumatologie, ce que je faisais moi, en gros, la séance, elle est à 16,13 € brut. D'accord. Pour une séance qui est censée être une séance d'une demi-heure. Pour un ligament croisé, donc c'est 16,13 € brut, la personne, si elle vient, elle va pas rester qu'une demi-heure. Parce que si elle va rester qu'une demi-heure, on va rien faire. Donc elle reste minimum 3/4 d'heure, voire 1 heure et quart éventuellement. 16,13 € brut. Tu vois. Donc la personne reste 1 heure et quart avec quelqu'un qui a fait, donc qui est passé par éventuellement en fac de médecine, par le concours pour entrer en école de kiné. Moi, à mon époque, c'était 3 ans d'école, maintenant c'est 4 ans d'école. Qui fait peut-être des formations toute l'année. Moi, j'ai fait plusieurs diplômes universitaires, j'ai fait plein de congrès, tout ça, ça coûte encore de l'argent. Et quoi qu'il arrive, cette personne-là sera payée pour le patient 16,13 € brut. Comme quelqu'un, éventuellement même un kiné, qui fait aucune formation complémentaire, qui fait pas de congrès, qui se tient pas à jour, qui pose une paire d'électrodes et qui passe son temps à regarder des vidéos de trail ou peu importe sur son ordinateur ou sur son smartphone, lui sera payé pareil que quelqu'un, un kiné qui va s'investir dans son boulot, qui va faire des bilans recherchés, qui va s'intéresser, on va dire, au niveau, à la partie science du modèle EBP. Tu sais, nous les kinés, on essaye d'être le plus en plus donc EBP. Pareil, dès qu'on dit EBP, il y en a qui pensent que c'est que basé sur la science. Et l'EBP, c'est 3 piliers. En fait, c'est, on va dire, les attentes. Ce sigle, c'est quoi exactement ce sigle pour celles et ceux qui nous écoutent? Alors, c'est Evidence-Based Practice, ou EBM, Evidence-Based Medicine. Et en gros, c'est la pratique basée sur les preuves. Mais dans ça, il y a vraiment 3 piliers, c'est-à-dire les attentes du patient, qui sont aussi importantes, ça compte pour un tiers de ton traitement, donc ce que le patient attend. Il y a l'expérience du clinicien, donc en l'occurrence le kiné ou peu importe, et ensuite il y a la recherche scientifique. C'est-à-dire quand tu dis on a une pratique basée sur l'EBP, c'est pas juste lire des putains d'articles et dire ah oui mais l'article il dit ça donc ça va marcher sur tous mes patients. Je prends encore l'exemple d'une prothèse de genou ou d'un LCA, c'est-à-dire que quand ton patient il vient et qu'il a des grosses douleurs et qu'il a un genou patate, tu vas pas lui dire ah oui mais l'article là il dit qu'il faut faire de la presse à tant de % de ton poids de corps afin de valider tel critère ou quoi, donc on va y aller. Non, c'est te dire le patient là il a déjà mal et il a un genou qui va pas en super forme. Lui ce qu'il attend c'est d'être un petit peu on va dire déchargé sur cette séance. On va se mettre sur une table, on va discuter, on va voir peut-être un peu en thérapie manuelle avec du drainage, avec du massage. Moi mon expérience me dit aussi que si je bourrine ce jour-là, je vais le perdre pour quelques semaines avec des douleurs et on va rien pouvoir faire. Donc c'est avoir du recul pour te dire oui là je peux charger, là je peux pas charger, etc. Mais tout ça pour dire que quoi qu'il arrive en France, en libéral, tu seras payé 16,13 € brut pour ce genre de prise en charge qui demande un investissement important quoi.
Ouais, ça me fait penser, il y a des centres, centre de pseudo-rééducation kiné du sport, Mm. où tu vois, c'est assez drôle, t'as l'impression d'être dans une salle de Mm. sport, t'as 20 personnes, Mm. ils sont tous, bim, t'arrives, et puis il te dit, bon ben voilà ton programme, Mm. mets-toi sur la machine et let's go. Ça- Bon, c'est un peu bizarre Mm. Mm. de rentrer là-dedans comme ça, mais bon, c'est je pense des modèles qui sont plus aboutis économiquement, dans le sens où ils se disent, bon ben voilà, on a 16,13 € Mm. par Mm. patient, quoi qu'il arrive, donc bah, autant les Mm. optimiser, et puis bon ben, mais par contre, tu as tout le côté humain Mm. qui est beaucoup moins pris en compte, et ça dépend des personnes, mais ça peut pas matcher avec tout le monde, Mm. je pense. C'est clair, c'est clair. Et puis, pendant longtemps, j'ai râlé après mes collègues qui bossaient, qui prenaient 3-4 patients par demi-heure. Ouais. Et puis quand j'ai vu ce que je gagnais, j'ai eu une année où je bossais entre 40 et 45 heures par semaine, où j'ai vu avec mon comptable, j'ai gagné moins de 1 000 € net mensuels pour bosser Oh, ok. 40-45 heures par semaine pour, encore une fois, avoir fait fac de médecine avec toutes les galères que ça peut être, puis donc le concours, Mm. l'école de physio, les diplômes universitaires, les formations, les congrès, etc. Et quand j'ai vu ce que je gagnais par rapport à l'investissement que je mettais, je me suis Ouais. dit, ça va pas le faire du tout. Je me Ouais, suis dit, ouais, ouais. on va pas y arriver. En plus, donc sur Annecy, c'est quand même en plus une région qui coûte cher. Et donc au final, t'en Mm. viens à comprendre sans cautionner, mais que certains kinés abusent et prennent 1 milliard de personnes à la fois. Alors c'est pas ce que j'ai fait, mais ça m'a coûté, voilà, entre guillemets, de pas du Mm. tout gagner ma vie correctement par rapport à ce que j'espérais. Et donc, Ouais. voilà, après j'ai cherché des solutions et nous, on a la chance d'habiter pas loin de la Suisse. Et donc après, là Ouais. où je travaille, donc les conditions... Alors, j'ai jamais travaillé en hôpital en France, j'avais fait que des stages. Mais et encore une fois, je connais que l'hôpital où je travaille, l'hôpital de la Tour à Genève. Les Ouais. conditions, enfin, c'est génial. Tu vois, Ouais. c'est bête, mais c'est clean. Il y a des moyens pour bien s'occuper des patients. On a du matériel, nous, de pointe en physio, des trucs que tu trouves dans peu de centres de rééducation et dans très peu de cabinets libéraux en France. Je suis entouré de Top. collègues qui ont des masters, qui font des doctorats, qui ont des doctorats, qui font de la recherche, tu vois, ça te pousse à, on va dire, à À essayer de grandir, prodiguer les quoi, meilleurs soins. un peu. Ouais, c'est Ouais. trop bien. Mais tu vois, ça te pousse à te donner les meilleurs soins et à chercher les meilleurs soins pour tes patients. Donc non, non, Et c'est trop ouais. bien. Hmm. Bah, ouais, ça se ressent en tout cas dans ce que tu dis. Mm. Si on prend un peu de hauteur, donc la kinésithérapie ou la physiothérapie, donc voilà, j'ai un patient, j'ai un problème, par exemple, voilà, je viens de me faire opérer du Mm. genou, donc je vais te voir à ce moment-là, hôpital de la Tour en Mm. Suisse, à Genève. Et puis à un moment donné, toi, tu as l'autre pendant, si je puis dire, ou la suite. Et sur la partie physique, à quel moment en fait toi tu interviens sur ce côté-là et puis tu les emmènes jusqu'où? Mm. Alors, moi, ma casquette, on va dire, principale, c'est quand même physio. Donc, par Ouais, exemple, si on attaque la rééducation pour le patient fictif qu'on a dit opéré du genou, ben, la première chose, ça va être de faire un bilan. Donc, ouais, si tu viens d'être opéré, ben, on va voir, par exemple, on peut voir la périmétrie, on peut voir au niveau de l'œdème comment ça se passe, on peut voir si tu arrives à contracter ton quadriceps correctement, si tu arrives à fléchir. Tu vois, on va regarder si tu marches avec canne, sans canne, avec boiterie, sans boiterie, etc. Puis petit ouais. à petit, au fur et à mesure de la rééducation, ben, il y a d'autres critères qui vont entrer en jeu. Et le plus vite possible et de manière sécure, on va essayer de mesurer aussi ta force musculaire. Et alors on dit Hmm. musculaire, mais c'est encore plus neuromusculaire parce que ta force, elle vient notamment de ton cerveau. Tu vois, de quel Ouais. influx tu envoies du cerveau au muscle. Donc on va commencer à Hmm. mesurer ça. On va mesurer la différence entre ton côté non opéré et ton côté opéré. Tu vois, parce qu'on sait que même si tu es opéré, je dis n'importe quoi, Ok. côté gauche, mais on sait que même ton côté droit va être affecté. D'accord. Donc tu vas perdre un peu ton niveau de force. On le prend comme un Ok. critère, on va Et dire, ouais. de base, mais on sait qu'il va être affecté. Donc il faudra travailler le côté opéré, mais on peut carrément, et même il Ouais. faut bosser aussi le côté sain. Puis après, le fait de bosser le côté sain, si tu peux pas travailler le côté Et pas ouais. opéré, Ok. par exemple, on sait que ça te permet de moins perdre de force côté opéré. Tu Ouais. vois, ce qu'on appelle la cross-éducation. Donc ton cerveau, quand tu travailles le côté sain, Hmm.
il va aussi stimuler un petit peu le côté Ouais. opéré. Alors même qu'il bouge pas, hein. Tu vois, juste le fait de travailler le côté sain, au niveau Oui. cérébral, ça va quand même envoyer un message au niveau Ouais. du côté opéré, donc tu vas moins perdre de force, donc tu vas moins perdre de temps, et donc tu pourras récupérer plus vite. Et après, petit à petit, Et- donc comme je disais tout à l'heure, on va... Ok. Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, la question c'était comment tu arrives à mesurer quelque part l'intensité du cerveau ou en tout cas voilà l'impulsion du cerveau vers la jambe par exemple qui a été opérée. Ouais. Comment tu mesures Ouais. ça? Alors, nous, on le mesure pas parce qu'il faut des machines, notamment qui analysent l'activité cérébrale et plein de choses comme ça. Nous, on mesure, si tu veux, ce qui sort au bout de la chaîne. C'est-à-dire Ouais. en newton, en Ok. newton-mètre, en kilo, on mesure à l'extrémité de toute cette chaîne neuromusculaire de production de force, qu'est-ce qui se passe. Et par exemple, ça peut être utiliser Ok. un dynamomètre à main. Tu vois, si on veut mesurer la force de ton quadriceps, Hmm. si tu veux, on va utiliser une sangle. Je vais te mettre en bord de table assis à 90 ou à 90 Ouais. degrés, et je vais mettre un dynamomètre manuel avec la sangle, je vais le mettre à 0, Hmm. etc., etc. On va en faire plusieurs de familiarisation. Avant de mesurer, je vais te donner un premier 100%. Donc tu donnes tout ce que tu as, mais on ne Ok. gardera pas ces données-là. Et après, par exemple, on va faire peut-être 3, 4 fois ton 100%. Et après, on va garder le Hmm. meilleur. Donc là, on aura ta D'accord. valeur en bout de chaîne de ce que tu peux produire sur du quadriceps à 90 degrés, etc., etc. Donc, si tu veux, nous, on mesure voilà, ce qui se passe au bout. On ne sait pas. Alors, visuellement, on peut voir si déjà tu as de la myotrophie, c'est-à-dire est-ce que tu as perdu du volume au niveau musculaire par rapport au côté sain. Ouais. Donc, on sait que en gros, ta force musculaire, elle est aussi liée à ta section de muscle. Donc, si tu coupes le muscle, plus le muscle est volumineux, plus il pourra produire de force. D'accord. Donc, on voit que Ouais. s'il y a une amyotrophie, ben, on sait qu'il va falloir bosser sur de l'hypertrophie et faire du volume. Et après, on sait aussi que la force, c'est Ok. vraiment quelque chose de nerveux. Et donc, il va falloir qu'on bosse. Quand on aura récupéré à peu près le même volume, il va falloir qu'on bosse très fort, et même avant, sur cet aspect, on va dire, production de force, et après production de force à haute vitesse, etc., etc. Et c'est là où tout l'aspect, on va dire, prépa physique et fin de rééducation et tout ce qui est retour au sport, ce qu'on appelle le return to play, c'est là où il y a Ouais. tout cet aspect-là qui entre en compte et qui moi, me passionne, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu commences à appuyer sur tous les boutons. Tu vois, tu as l'aspect Ouais. cognitif aussi. On sait, il y a un de mes collègues, alors il bosse pas avec nous à la tour, mais qui est brillantissime, c'est Brice Picot, et qui a fait une thèse sur le D'accord. ligament croisé antérieur justement, et sur, Ok. alors on va dire la repondération sensorielle, c'est-à-dire être capable de prendre des informations de la cheville, du genou, de la hanche, en fonction Ouais. de plein on va dire, d'éléments extérieurs. Et on sait bien que, je sais plus du tout ce que je voulais dire, mais Brice Picot, cognitif. spécialiste cognitif. Aspect cognitif, exactement. Et on sait que il a une vidéo sur ses présentations qui est super bien faite. Il s'occupait de l'équipe de France de handball féminine. Et ils ont une Ok. vidéo, donc ils ont on va dire tous les blessés, toutes les vidéos des blessures. Et il y a une joueuse, qui n'est pas une joueuse française, je crois qu'elle est danoise, qui fait une action. Donc c'est Wand, justement. Hmm. Qui fait une action, elle arrive face au buste, elle est un peu désaxée. Elle fait un genre de crochet, une feinte. Elle se décale et elle tire. D'accord. Ok. Ça se passe Ouais. nickel. D'accord, je crois qu'il y a but et tout, c'est impeccable. Elle fait la même action 3 minutes après, exactement la même, d'accord, avec la même prise Hmm. d'information, tout ça, et elle se fait un croisé. Tu vois, et tu te dis, mais Waouh. c'était 2 minutes avant, donc tu peux même pas dire c'est l'aspect purement fatigue, parce que juste avant, elle l'a fait exactement le même, c'était 2 minutes avant, 2 minutes après, elle n'est pas forcément plus fatiguée. Mais tu vois, c'est C'est l'aspect vrai. justement, notamment cognitif, prise d'information, qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, qu'est-ce que je dois gérer, etc. Et ça, en rééducation, euh, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus, mais qui est hyper stimulant, mais qui est aussi, euh, par exemple, avant, on le travaillait pas. En tout cas, moi, je le travaillais pas de cette manière-là. Je travaillais sur l'aspect force, sur l'aspect mobilité, tout ça, mais l'aspect Ouais. cognitif, et notamment sur des sports rugby, handball, mais ça peut même être au judo, etc. Tu vois, comment tu prends la décision de faire quelle action et sur quelle entrée sensorielle tu te bases. Est-ce que c'est la vue, est-ce que c'est ta cheville, tout ça, et comment tu Ouais. utilises ces entrées-là pour choisir ce que tu vas faire comme action, tu vois. Et comment tu travailles, toi, justement, cette partie cognitive? Ouais. Alors moi, j'aime bien souvent les patients. Par exemple, si j'ai un ligament croisé à 16h et un ligament croisé à 16h30, ben, par exemple, celui de Ouais. 16h, il va rester peut-être jusqu'à 17h, et éventuellement celui de 16h30, je vais le mettre au bout d'un moment en binôme,
ou un challenge avec mon autre patient, tu vois, s'ils sont à peu près du même niveau et des trucs comme ça. Et je vais le travailler, par exemple, en duel, tu vois, juste faire, tu vois ce que c'est des shadows comme ils font en boxe, par exemple. Alors, ça peut être shadow seul, mais ça Ouais, peut être ouais, shadow ouais. face à face. Mhm. Tu vois, donc par exemple, un qui suit, Ok, donc sur ouais. des crochets, sur des feintes, etc., un Ah qui suit ouais. un autre. Après, tu peux très bien demander une Mhm. tâche, on va dire, physique, s'il y a un signal, c'est-à-dire, tu prends des applications ou des BlazePod, Fitlight, tous les trucs comme ça, et tu dis, tu fais cette action-là, par exemple de saut, seulement quand ça flash vert. Si Ouais. ça flash rouge, tu dois pas le faire. Si ça flash bleu, tu dois faire, je sais pas, un Ok. saut sur la jambe droite. Si ça flash orange, c'est un saut sur la jambe gauche, tu vois. Donc tu lui donnes des consignes en fonction d'un signal visuel. Hmm. Ça peut être des consignes en fonction d'un signal auditif. Tu peux très Ok. bien lui dire, ben voilà, tu trottines et au top, tu Hmm. sprints. Tu vois, donc il trottine, tu fais des feintes de dire top, et puis Ok, tu lâches ouais. un top. Tu vois, tu as plein d'aspects comme Ouais. ça sur le quel signal il doit prendre et quel signal il doit inhiber Hmm. pour pas faire une action. Tu vois? Ok, ouais. Ah ouais. C'est passionnant, ça. Ouais. Et je vois en fait toutes les schémas neuronaux que tu peux faire aussi derrière. Mm. Et c'est vrai que j'ai eu quelques bases en neurosciences et qui fait que là, c'est comme si en fait tout ce que tu viens de dire, là, je vois les illuminations Mm, mm. dans les parties actives dans le cerveau. Ah, c'est génial à faire. Euh, c'est passionnant. Mm. Ouais, c'est passionnant. Et en fait, même, tu vois, tu as des sportifs de haut niveau qui le font même avant des compétitions, Ouais, bien sûr. que ce De soit plus des en plus. tennisman, des footeux. Mm, mm. euh, Ouais, pour s'entraîner Ça et entraîne le être cerveau. actif, Mm, mm. ouais, ouais, Carrément. c'est génial. Du coup, ok, donc on a la partie donc kiné, physio, la partie préparation physique. Mm. Quelle est l'importance pour toi du sport dans la santé? Mm. C'est primordial. Enfin, c'est important de dire que c'est primordial parce que ça l'est, et c'est important aussi de rappeler c'est primordial, mais à tout âge, c'est-à-dire pour les jeunes, Mm. pour les adultes comme nous, et pour les seniors aussi, tu vois. Moi, j'ai ma mamé qui a, je crois, 82 ou 83 ans maintenant, et Ouais. je la bassine pour qu'elle marche. Alors, c'est entre guillemets que de la marche, donc c'est déjà bien si elle arrive à Mm. le faire, et moi je l'encourage à le faire. Elle le fait pas Ouais. assez, alors elle m'esquive en disant oui, mais je vais 2 fois à la gym par semaine. Elle me dit oui, mais je monte et je descends les escaliers. Je dis ouais, mais c'est très bien. Je dis mais c'est pas assez, tu dois en faire plus. Tu vois, il faut qu'elle reste, Mm. je veux qu'elle reste en forme. Je veux que l'aspect activité physique, c'est bon au niveau cognitif, c'est bon pour la prévention des chutes sur les personnes âgées, c'est bon pour tous les Ouais. troubles et les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour prévenir et pour diminuer le risque de cancer, c'est bon pour tout. Alors forcément, il y en a qui vont me dire ouais, tu fais du sport mais tu risques de te blesser. Ouais, mais tu risques encore plus d'avoir des choses graves si tu restes allongé dans Ouais. ton canapé toute la journée ou tu vois pendant 15 plombes. Donc le Et ouais. sport pour tout ce que ça apporte même au niveau social, tu vois, et on a parlé du cognitif. Tu vois, il y a des Et ouais. études aussi qui sont en train de sortir sur le fait que les gens qui font du sport au niveau cognitif, ils sont un peu plus euh, pertinents ou des trucs comme ça. Et donc, je Ouais. reviens sur les seniors et sur ma mamie. Ils font aussi des études maintenant sur le fait que mettre des charges lourdes et donc faire du travail en force chez des seniors, ils continuent de s'adapter. Tu vois, avant, on pensait les seniors, Mm. faut les cajoler, peu cher. Les seniors, on va les faire une Ouais. petite marchounette, ça va suffire et tout. Et en fait, maintenant, on sait que même les seniors, si tu les charges, comme un adulte, comme un Mm. sportif, comme des sportifs de haut niveau, ça met du temps, mais ils Ouais. s'adaptent. Donc, ils ont des niveaux de Et force ouais. qui augmentent. Et si tu as des niveaux de force qui augmentent, tu as aussi une qualité de vie, on va dire, qui s'améliore. Encore une fois, sur la Mm. prévention des chutes, eh ben, tu as un aspect important là-dessus. Et puis, chez les Et jeunes, ouais. tu vois, sur tout ce qui est prévention d'obésité, des trucs comme ça, l'activité physique, C'est clair. c'est la vie. On est fait pour bouger. On est fait pour bouger. Alors Ouais. là, on n'est pas crédible parce qu'on est assis, Ouais. parce qu'on est assis tous les deux. Mais on est fait pour bouger et il faut bouger à tout âge. Et voilà, j'ai Mm. parlé de l'aspect cognitif. Franchement, alors, je prends mon exemple personnel. Pendant 10 ans, j'ai rien fait comme sport. Et je sentais bien qu'il manquait quelque chose, tu vois, parce que plus jeune, j'en Mm. faisais beaucoup. Ouais. Judo, rugby, foot, enfin, je touchais à tout. J'adorais faire du Ta sport. passion, ouais. Et puis Ouais. voilà, les ligaments croisés, tu connais, mais Ouais. voilà, après les études, et puis t'as plus trop le. Mais quand je m'y suis remis, alors c'est toujours très dur de s'y remettre, mais c'est un Mm. peu ce que je dis aussi à mes patients, mais quand tu t'y remets et que tu arrives à rester régulier, putain, tu vois ce Ouais. que ça t'apporte. Et moi, maintenant,
quand il y a des jours où j'arrive pas à faire le sport que j'ai prévu, eh ben même au niveau, on va dire, énergie globale et même au niveau anxiété, au niveau irritabilité, si j'ai pas fait mon sport, moi j'aime bien faire du sport le matin, mais si j'ai pas fait mon sport le matin, je vais moins supporter mes gosses qui hurlent ou qui me posent 8 milliards de questions à la seconde, alors que si j'ai fait mon sport et que je suis nerveusement, entre guillemets, un peu vidé, je vais être tranquille. Après, je vais être tranquille. Je vais accueillir les questions, mais zen, tranquille. Ça n'a rien à voir. Alors que si j'ai pas fait le sport que j'avais prévu et que ça fait plusieurs jours que j'ai pas pris le temps d'en faire et que, voilà, pour des raisons X ou Y, mais entre le boulot et tout, je vais être un peu plus irritable, on va dire. Ouais. Non, mais je comprends, je te rejoins à 1000% parce que moi, 6 jours sur 7, tu vois, je fais du sport le matin, je me lève, je vais soit à la salle de sport, soit j'ai très peu de temps, mais je le fais du coup chez moi, où je vais courir. Et c'est primordial dans ma vie. Tu vois, il y a 2 jours, j'avais la flemme d'aller faire du sport parce que je m'étais couché un peu tard, parce que un événement entrepreneurial, etc. Mais vu que je sais que je vais être beaucoup plus alerte et je vais être beaucoup plus en forme en fait dans ma journée si je fais ces 20-30 minutes de sport, et ben en fait je me bouge les fesses pour pouvoir justement le faire, et une fois que je l'ai fait, je me mets du bon son, de la bonne musique pour se motiver, et puis une fois que c'est fait, et après tu sais que t'es tranquille dans ta journée. C'est carrément. Mais tu vois tout ce que ça apporte. Toi maintenant c'est entré dans ta routine, mais ça devrait. Tu vois, on se brosse les dents. C'est l'exemple que je prends avec mes patients des fois. On se brosse les dents parce qu'on nous a dit qu'il fallait se brosser les dents parce que l'hygiène bucco-dentaire, etc. Il y a 70 ans, brosser les dents, on s'en foutait, tu vois. C'était pas important. Il y avait d'autres priorités, il y avait survivre à la guerre, il y avait des trucs comme ça, il y avait avoir quelque chose à manger, etc. Maintenant, sur une société comme la nôtre, c'est entrer dans les mœurs, on se brosse les dents après le repas, si possible 3 minutes, matin et soir, si possible matin, midi et soir, etc. C'est ce qu'on inculque à nos enfants et tout. Mais en fait, en plus, ce qu'on devrait aussi leur inculquer, c'est cours, saute. Tu vois, mes gamins, ils sont bien, ils sont bien speed. On va dire, ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques et des fois, c'est... Beaucoup d'énergie à revendre. Ils ont beaucoup d'énergie à revendre. Voilà, mais c'est génial. Alors, des fois, je le prends... Des fois, ça m'épuise, mais il faut, c'est important d'encourager ça et à tout âge. Tu vois, l'aspect ludique et tu vois, mais même apprendre à s'amuser avec rien, quoi. Là, moi, j'ai 1 milliard de ballons. J'adore les ballons de foot, les ballons de hand, de basket, de rugby, des grands, des petits. J'adore. Et donc, les gamins, genre là, dans le jardin, j'ai, je sais pas, 4 ou 5 ballons différents qui sont dehors. Et les gamins, ils voient le ballon, ils tapent dedans, quoi. Ils tapent dedans, ils le prennent dans les mains, ils le lancent et tout. Enfin, parce que moi, j'adore le ballon, mais ça peut être le vélo. Tu vois, on a 1 milliard de petits vélos, pas de trottinettes, mais de draisiennes, de machin. Parce que tu as un aspect aussi ludique dans le sport, mais tu as un aspect, on va dire, santé et qui est nécessaire pour nous, pour notre bien-être. Encore une fois, voilà, au niveau social, au niveau cognitif, on sait tout ce que ça apporte. Donc on doit. C'est pas bien de dire on doit. Mais c'est important, je pense. Très fortement conseillé. Voilà. Et pour l'aspect santé, mais pour l'aspect bien-être. Vraiment, pour l'aspect bien-être, pour l'aspect je suis bien dans ma peau, je me suis dépensé, pour l'aspect cognitif, tu vois, même, je crois que pour tout ce qui est, on va dire, pathologie type Alzheimer, etc., même pour tout ce qui est mémoire, etc., on sait que le fait d'avoir une activité physique régulière, et ça peut être la marche, tu vois, la marche nordique, c'est super aussi, la course, le trail, bon, je vais pas citer tous les sports au monde, tu vois, mais la danse, faut y aller, quoi. Ouais, et en effet, tu as l'activité physique et puis tu as aussi de l'autre côté l'activité sportive qui, pour moi, fait partie du même pôle, mais sont peut-être 2 choses différentes dans le sens où, tu as des choses toutes bêtes, mais tu as un ascenseur, tu habites dans un immeuble, tu as un ascenseur, plutôt que de prendre l'ascenseur, tu prends plutôt l'escalier, plutôt que de prendre ta bagnole, tu vas prendre un vélo ou tu vois, ou si tu peux aller à pied, vas-y. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font partie de l'activité physique qui déjà prépare et puis te met déjà en mouvement, et puis après une activité sportive qui plus est, j'aime bien alterner les deux,
quelque part un côté collectif et un côté individuel. Collectif, tu fais ça avec des potes de plein de milieux sociaux différents en plus potentiellement, et c'est ça qui est juste génial. Le rugby, le hand, bon voilà, ce sont des terres fertiles pour cela. Et puis de l'autre côté, tu as aussi besoin, moi j'aime bien courir si tu veux, ben voilà, je vais partir 1 heure et demie où je vais faire un semi et ça te permet de t'évader aussi et c'est bien de trouver son truc à soi, quoi. Moi, quand je cours, j'avais remarqué que quand je courais, alors justement, j'aime beaucoup écouter des podcasts quand je cours. Ah ouais. Des fois, j'écoute la musique pour me lancer, puis après, j'écoute des podcasts. Mm. Et j'avais remarqué que quand je courais, j'avais plein d'idées. Tu vois, c'était Ouais. vraiment un moment où c'était un moment pour moi parce que je me faisais plaisir à courir peu importe où et peu importe quand, mais c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Je le fais moins maintenant, je fais un peu autre chose. Ouais. Mais j'avais remarqué que j'avais une période, on va dire, créative. Pendant que je courais, Ouais. pendant que j'écoutais des podcasts, ça me donnait des idées. Je me dis, putain, ouais, ça, je pourrais faire comme ça pourrait être fait aussi comme ça, je pourrais me lancer là-dedans, je pourrais, tu vois, et j'adorais ce temps pour moi où, entre guillemets, je me Mm. faisais du bien parce que je me dépense et parce que moi, j'adore courir dehors. Tu vois, en Ouais. pleine nature, courir, marcher, s'arrêter, Ouais. regarder la forêt, regarder la montagne, c'est un truc que j'adore. Euh, et en même temps, je sentais que mon cerveau, Mm. il turbinait, tu vois, sur plein de projets, sur plein d'idées. Et donc oui, c'est du temps important à avoir, c'est du temps pour soi, pour son bien-être et pour être mieux aussi avec les Ouais. autres, quoi. Ouais, mais moi je te rejoins aussi, hein. Tu vois, moi j'ai les 30-40 premières minutes généralement de course, c'est comme si en fait je pars avec des problématiques Mm. et plein de choses, la tête un peu lourde avec plein de choses à classer. Ces 30-40 minutes me permettent en fait, tu vois, une sorte de mind mapping, tout va dans les cases là, clac, 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 et puis j'ai des réponses à mes questions, et puis ensuite je me fais 20 minutes de kiff pour pousser l'heure derrière, et c'est vrai que c'est... mais moi aussi je fonctionne comme ça, et la marche aussi est très conseillée. Tu vois, c'était Steve Jobs, par exemple, qui adoré marcher quasi tous les jours Ouais, pendant 1 à 2 heures. Et il faisait même des réunions, ouais, donc il était assez précurseur ouais. là-dessus, dans les années 80-90 pour travailler sur ces Ouais, concepts. c'est énorme. On a un de nos médecins à l'hôpital de la Tour, docteur Boris Gojanovic, Ouais. qui justement prône le fait de faire des réunions debout et en marchant. Et donc des fois, je le vois Ouais. passer avec d'autres collègues ou quoi, et en train de, voilà, de discuter, on va dire, à bâton rompu, mais il se déplace et Ouais. ouais, c'est génial. C'est génial. C'est ce que... Et puis Mais, pareil, nous, on a un aspect de, on va dire, de crédibilité vis-à-vis de nos patients aussi, tu vois. Et moi, ouais. c'est pour ça que c'est à cause de, enfin, c'est grâce à ça que je m'y suis remis après 10 ans, c'est-à-dire que je voyais des trailers, je soignais des gens qui avaient des problèmes de dos, moi j'avais quelques douleurs au dos et tout, et je Mm. leur disais, voilà, il faut être régulier, il faut faire ces exercices à la maison, c'est important, c'est pour vous, machin. Et moi j'avais mal au dos. Ouais. Et donc tu passes un peu Mm. pour un con, enfin dans ta tête tu te dis, mais c'est quoi la crédibilité? Je leur dis de faire leurs Ouais. exercices, je leur prescris des exercices, ils les font pas Ouais. forcément, mais moi je suis même pas moi-même capable d'appliquer ce que je dis aux autres de faire. Tu vois, donc la crédibilité elle Mm. est niveau zéro. Et donc je m'y suis mis, Ouais. alors déjà pour le dos, puis après je me suis mis un peu à la course, puis maintenant je fais encore autre chose, mais on est fait pour pratiquer du sport ou une activité physique toute notre vie. Et encore une fois, même Et pour les ouais. seniors, même pour les papés, les mamés, pour voilà, tout le monde. Il faut juste trouver ce qu'on aime. Ouais, il y a l'aspect aussi, mince, il y a l'aspect aussi plaisir, Et tu vois. indispensable. Et il Ouais, faut, ouais. pour que ça dure, on sait que l'aspect plaisir, si tu forces quelqu'un à se mettre à une activité physique qu'il aime pas, je dis n'importe quoi. À une Mm. époque, on disait les gens qui ont mal au dos, faut les mettre à la natation. Ouais, mais moi, Ouais. les gens qui ont mal au dos et qui aiment la natation, je les compte sur le doigt d'une main. Enfin, je caricature, hein. Ouais, ouais. Non, Mais mais je comprends 1000 fois, hein. ils te disaient, ouais, mais moi, ce que j'aime faire, je sais pas, c'est la muscu. Moi, ce que j'aime faire, c'est courir. Le médecin il m'a dit qu'il fallait. Mais tu vois, Mm. on sait, et même la course à pied par rapport au mal de dos, on sait que ça a des effets bénéfiques. Et en plus, on sait Ouais. que si c'est quelque chose qu'il aime, il y a de grandes chances qu'il le tienne sur la durée. Eh ben, Mm. feu. Tu vois, alors c'est toujours Ouais. pareil, c'est facile de dire feu, là, on est entre nous. Donc on va y aller progressivement, on va voir ce qui se passe au niveau de son dos, etc. Et si on Bien exclut des sûr. drapeaux rouges, etc., et que la rééducation se passe bien, ben on va le remettre progressivement à la course à pied. Et si lui, il l'aime, s'il voit que ça lui fait du bien, tout ce que ça lui apporte, ce qu'on disait post-séance, au niveau hormonal, etc., au niveau Ouais. cognitif, il va accrocher. Et après, encore une fois, si je dézoome,
au niveau de la sécurité sociale où on fait tous partie, ben, c'est quelqu'un qui a peut-être moins de risque de faire des pathologies cardiovasculaires, diminuer le risque de cancer, etc. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Ah ouais, mais à toutes les échelles, tant individuelles, ça c'est ce qui prime, j'ai envie de dire, individuel, puis collectif, parce que mine de rien, tu appartiens à un collectif, à une famille qui compte sur toi, qui, voilà, si tu as un pépin, bah, mine de rien, ça a un impact direct et indirect et émotionnellement potentiellement très lourd. Et puis après, tu as l'aspect financier, bien sûr à titre individuel, parce que bah, mine de rien, t'imagines, du jour au lendemain, bah, je peux plus me déplacer comme avant. Ben, en fait, il y a des surcoûts potentiels où il y a des frustrations et tout ce qui va avec. Et puis de l'autre côté, bah, tu as l'État français qui, bah, mine de rien, on a la chance, nous en France, d'avoir des aides qui sont exceptionnelles par rapport à la plupart des pays du monde, mais ça a un coût. Et donc, bah, si on met pas des choses en place à la base, bah, en fait, derrière, bah, on paye des pots cassés quelque part. Ouais, c'est clair. Donc, j'aimerais parler avec toi du podcast Objectif Performance là, que tu as développé. Ouais. Là, tu as plus de 70 épisodes, 74 à date, il me semble, que tu as pu publier. Pourquoi l'as-tu lancé, ce podcast? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ces 74 épisodes? Alors, je l'ai lancé parce que j'adore apprendre, j'adore écouter, j'adore écouter les gens parler, on va dire. Et que j'adore apprendre des gens que j'estime parmi les meilleurs dans leur domaine. Et un des trucs que j'aime bien dire, c'est que pour devenir le meilleur, il faut apprendre des meilleurs. Tu vois, alors tu peux apprendre de tout le monde, c'est sûr, mais si tu veux prendre des raccourcis et aller au plus haut, on va dire, il faut apprendre des meilleurs, c'est-à-dire des meilleurs dans leur domaine, tu vas aller les voir, tu vas aller les voir pratiquer, tu vas aller les questionner. Et du coup, je trouvais pas ce type de podcast sur la kiné, la préparation physique en francophonie. Quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de me lancer, c'est une idée qui m'a mis quand même 1 an et demi, 2 ans avant que je me lance, tu vois. C'est une idée que j'avais, et puis je me disais, mais je me posais des questions sur ma légitimité à faire ça, tout ça, puis je me suis dit, de toute façon, c'est quelque chose que je ferais, et que je faisais déjà. Des fois, j'arrivais à récupérer des numéros, ou j'allais voir des gens que j'estimais super compétents, et que je voulais voir pratiquer, apprendre d'eux, et donc je me dis, c'est des choses que je fais déjà. Là, la seule chose en plus que j'ai à faire, c'est enregistrer le truc. Alors, obtenir leur accord, bien sûr, et enregistrer le truc et balancer sur Internet. Et après, les gens qui sont intéressés comme moi, ils écouteront. Les gens qui sont pas intéressés, c'est pas grave, tu vois. Donc, la légitimité, déjà, voilà, pas besoin. Et du coup, il y avait des épisodes comme ça en anglais que j'écoutais. Alors, même si mon niveau d'anglais... je suis pas encore bilingue, je travaille pour, mais voilà, ça met du temps. Et du coup, je me disais, voilà, en francophonie, il faut faire quelque chose, quoi. Donc, je me suis lancé, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, ça prend beaucoup de temps, tu le sais, en termes d'organisation, en termes de préparation des interviews. Après, il y a tout l'aspect réseaux sociaux pour que l'épisode fonctionne, etc., etc. Mais c'est un truc que j'adore parce que je discute avec plein de gens différents, qui ont plein de parcours différents. Tu vois, j'ai discuté avec des hommes, avec des femmes qui bossent dans le foot, dans le rugby, dans le judo, dans le trail, avec des entraîneurs. Enfin, je me régale parce que les trajectoires des gens sont ouf. Tu vois, il y a des gens qui sont partis à l'étranger, il y a des gens qui ont toujours tout fait au même endroit. Enfin, j'adore écouter les histoires, et j'essaye aussi qu'ils nous apportent on va dire, un aspect, tu vois, on parlait de EBP, un aspect par recherche. Tu vois, il y a l'aspect, on va dire, trajectoire de la personne, d'où elle vient, comment elle a fait ça, comment elle y est arrivée, ça me passionne. Il y a l'aspect, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à nous pour justement augmenter notre niveau de compétence. Et après, un truc qui m'intéresse aussi, c'est tout l'aspect, comment ces personnes-là s'organisent. Tu vois, tu vois des personnes qui font 1 milliard de choses. Tu dis, mais comment cette personne, les mêmes journées, on a les mêmes journées, elles font 24 heures. Tu vois, mais comment cette personne, elle rentre ça dans 24 heures? Tu vois, ça me passionne, et du coup, ça me permet d'essayer des choses. Je pense à un des épisodes en anglais que j'ai fait avec Colm Fuller, c'est l'ancien physio de l'équipe irlandaise de rugby, qui a bossé aussi pendant longtemps au Munster, qui fait un doctorat maintenant sur la commotion cérébrale et le rachis cervical, un autre truc qui me passionne. Et Colm, il est chef en gros de la réhabilitation, de la rééducation à l'endroit où il bosse, qui est Sport Surgery Clinic à Dublin, qui est une des meilleurs centres de rééducation en Europe. Donc il est chef là-bas, il fait son doctorat, et il a 4 enfants en bas âge.
Et je me D'accord. dis, mais comment il fait le mec? Et donc, en plus, je suis allé le voir, Colombe. J'ai eu Ok. la chance, on va dire, de donc le contacter. Puis Trop cool. je discute encore régulièrement avec lui. Et il m'avait dit, donc j'ai passé 3 jours avec lui à la SSI. Et il m'avait dit, je suis désolé, mais entre 17 et 20 heures, tu vois, il me dit, j'aurais bien aimé sortir boire des coups avec toi, manger un resto. Il me dit, mais je suis désolé, mais entre 17 et 20 heures à la maison, c'est Warzone. Tu vois, il me Ok. t'imagines, moi je me vois avec les deux là. Ouais. Et j'ai beaucoup de chance parce que ma femme, elle fait beaucoup pour eux, pour nous. Mais je me dis, mais lui, avec 4, tu vois, avec le doctorat, avec gérer le service, avec en même temps garder sa partie en clinique, je me dis, mais comment ces gens-là, ils font? Est-ce qu'ils y arrivent? Tu vois, parce que moi, c'est un Ouais. truc que j'aime bien, faire un milliard de choses. Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce qu'ils Ouais, pètent pas bah les ouais. plombs? Tu vois, Hmm. comment on fait pour être aussi... c'est pas productif, c'est Efficient aussi peut-être. passionné et Ouais. investi dans des choses différentes. Et comment ils font? Qu'est-ce que tu retiens justement de tout ça? Est-ce qu'il y a des tips ça, c'est faut absolument mettre ça dans son quotidien ou dans sa vie? C'est une très bonne question. J'ai pas de recette. On parlait de l'activité physique tout à l'heure, et ça, c'est plus, Ouais. on va dire, un mix de ce que j'ai vu faire et de ce que on va dire, j'ai testé sur moi. Mais le fait d'avoir une activité physique, en fait, souvent, tu vois, quand tu as des semaines à une charge de travail hyper importante, ce que tu Ouais. vas, on va dire, enlever en premier, enfin, on va dire, je parle pour moi, mais c'est l'activité physique. Tu vas dire, ben là, Ok. j'ai du monde à la maison, il faut s'occuper des petits, j'ai beaucoup de travail, donc je vais favoriser le travail, la famille, et l'activité physique, je vais le faire passer en dernier, et du coup, je vais pas en faire. Et au final, je pense que c'est en partie une erreur, parce que, encore une fois, pour tous les aspects bénéfiques qu'on a évoqués tout à l'heure, donc Hmm. je pense que avoir une activité physique régulière, ça permet d'avoir les idées claires et d'être, j'aime pas trop ce mot, mais plus productif et on va dire plus efficace. Voilà, plus efficace sur ton travail. Il vaut mieux passer, on va dire, 1 heure Ouais. efficace que 2 heures à galérer pour rien sortir, tu vois. Donc, garder une activité physique régulière, se Hmm. connaître Ouais. soi-même, c'est-à-dire savoir à quel moment tu es Hmm. efficace, à quel moment tu l'es moins, à quel moment tu es fatigué. Moi, l'aspect dodo, après, tu as tout l'aspect, on va dire, qu'on évoque surtout quand on parle de récupération, c'est-à-dire bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. Tu vois, c'est la base. Mais tu vois, on est Ouais. combien à dormir pareil avec les enfants en bas âge, ça, mais on est combien à dormir plus de 8 heures par jour? On n'est peut-être pas beaucoup, hein, dans les vies actuelles. Tu vois, on grappille du Ouais. temps sur l'activité physique, on grappille du temps sur le sommeil, Hmm. on grappille du temps partout pour bosser plus, sauf qu'on est moins efficace. Donc, au bout d'un moment, ben, peut-être remettre au milieu ce qui est le plus Hmm. important, c'est-à-dire ton bien-être, et ton bien-être, il dépend de ton activité physique, de tes relations, on va dire, amicales, sociales, familiales, donc mettre ta famille au centre aussi, Ouais. mettre le sommeil. Ah, moi, je suis un fan de la sieste. C'est pas juste parce que je suis du Sud, mais moi, la Ouais. sieste, Moi, j'adore ça ah là aussi, là, hein. je kiffe. Et quand je la fais pas, pareil, je suis ronchon, hein. Quand je la fais, ça dépend. Si 10 minutes, Ouais. j'arrive maintenant, j'arrive des fois à faire 10 minutes, 20 minutes, j'y arrive bien. Des petites Mais nappes. ah ouais, moi, dès que c'est le week-end, Ouais, 20 si minutes j'arrive aussi, à ouais. faire 1 heure et demie de sieste, et après je me Hmm. réveille, c'est une nouvelle journée. Ah mais je te rejoins et par contre pour rebondir sur ce que tu Ouais. disais le fait de prendre soin de soi c'est vraiment ultra précieux parce que on a tendance souvent à se dire ok, bon ben ça, j'ai pas le temps, Mm, donc le temps pour moi pour aller faire mon sport, mm, je le mettrai, je le supprime ouais. aujourd'hui. Sauf qu'en fait, ben c'est quelque chose qui est essentiel pour Mm, toi, et donc ben plutôt que de le reporter, bah, tu le supprimes, mm, alors que ben ça fait partie des mm. essentiels pour ton équilibre pro-perso, si on peut appeler ça comme ça, intime non intime, peu importe comment on l'appelle. Et et point de vigilance là-dessus, ouais, c'est penser à soi et pas penser qu'aux Mm. autres, c'est Et important. quand tu penses à toi, si j'extrapole, tu penses aux autres aussi, parce que je pense que mes gosses, ma femme et Aussi, mes collègues bien sûr. de taf, ils sont plus contents de voir un Julien. Ça fait bizarre de parler de ça à la troisième personne. Ils sont plus contents quand même de voir un Julien, on va dire, plein de balles, dynamique, positif, tout ça, de voir un mec qui râle parce qu'il a pas eu sa sieste, parce qu'il a pas fait son sport, tu vois, Hmm. et tu sais, le mec il souffle tout le temps et tout, c'est chiant, enfin. Ouais. Quelqu'un comme ça arrive, hein, Ah ça arrive oui. à tout le monde. Mais je pense que tout le monde préfère Ouais. passer du temps avec des gens
on va dire de bonne humeur et cool et agréable. Et pour être comme ça, tu vois, j'ai un de mes mentors en kiné qui fait beaucoup de voile. Tous les mercredis, il fait de la voile. Et c'est quelqu'un qui a une énergie et qui se dédie aux autres d'une manière exceptionnelle. Lui, il bosse beaucoup en neurologie, donc c'est en plus des patients avec des pathologies lourdes, des fois neurodégénératives, donc tu sais que quoi qu'il arrive... Alzheimer, Parkinson, par exemple. Et puis même, tu vois, chez des jeunes, donc tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras beau te démener, c'est des gens qui vont partir trop tôt, entre guillemets. Et lui, il me dit, moi, si j'ai pas ma voile le mercredi, je pète les plombs. Tu vois, le mercredi, c'est son jour off, et c'est sa voile d'être à l'extérieur, sur la mer, voilà, et il refait le plein comme ça, et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu râler, chouiner, tu vois, il est d'une bonne humeur, d'une énergie communicative tout le temps au top niveau. Mais tu vois, en discutant avec lui, il me dit, ouais, mais moi, si j'ai pas ma voile le mercredi, faut pas me parler, quoi. Tu vois, c'est non négociable. Ouais, c'est ça. Et il a complètement raison. Et on a chacun un peu ce truc-là. Alors, faut le trouver. Si on l'a pas trouvé, mais on a chacun un truc qui nous donne le sourire, qui nous fait du bien, et qu'il faut remettre au milieu pour après, j'allais dire, envoyer du... des bonnes ondes, des belles énergies, parce que en fait, si toi t'es bien, t'es en pleine forme, on sait que c'est communicatif. Voilà, on a notamment ce qu'on appelle des neurones miroirs qui font que, en fait, on va capter un certain nombre de signaux de l'autre sans s'en rendre compte, en fait, et de manière complètement automatique. Et c'est vrai que là-dessus, si t'as quelqu'un qui est franchement, même tu ressens en termes d'énergie, t'as quelqu'un qui est hyper joyeux, sympathique ou doux, ou en tout cas qu'il a le smile, en fait, toi, t'as envie d'avoir le smile, alors que si t'as quelqu'un qui te tire la tronche, qui est là, qui est désagréable, qui te rentre dedans, tu te dis putain, basta, quoi. Puis c'est un peu ce qu'on disait sur sur la crédibilité. Tu vois, on aussi, sait pareil que pour les blessures, on sait que l'aspect optimisme, c'est un aspect dont on s'occupait pas du tout avant, mais qui est un aspect hyper important. Et tu le vois, les patients relativement optimistes après une opération, ils récupèrent mieux que les gens qui sont dans le dur. Et c'est normal d'être dans le dur après une opération, tu vois, on jette pas la pierre, tu vois, c'est quelque chose de normal. Mais au bout d'un moment, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, au bout d'un moment, il faut y aller. De toute façon, c'est arrivé, c'est là. Tu peux pas revenir en arrière en disant mais si le chien il aurait pu taper quelqu'un d'autre, il aurait pu taper personne, mais là maintenant au bout d'un moment c'est là, il faut y aller, sinon tu te laisses couler et puis tu fais entre guillemets comme moi où pendant 10 ans j'ai rien fait, quoi. Mais voilà, il faut peut-être je dis trop, il faut, mais c'est important, voilà, de se bouger pour soi, pour les autres. Non, mais c'est important, il y a trop de choses, quoi. Ok, je vois que le temps file, j'aimerais qu'on évoque un peu nos minutes. Qu'est-ce que c'est, cette application? Alors moi, je suis allé voir, je suis allé tester, j'ai écouté des podcasts, je trouve de bonne qualité. Il y a pas mal de sphères différentes également dans le sport santé. Tu veux bien nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Alors, nos minutes, c'est une application de podcast, notamment en préparation physique, en diététique et sur tout ce qui est leadership. C'est Max Altenhoven qui a lancé ça, je pense maintenant il y a 4 ans. Moi, je fais partie des premiers associés à Max, parce que je crois que j'avais déjà lancé mon podcast et que cet aspect, on va dire, croissance personnelle et connaissance, c'est un aspect qui me passionne, on va dire. Et que Max a su bien fédérer, on va dire maintenant, on est une quinzaine d'associés avec lui. Donc on fait des visios, on discute un peu sur l'évolution de l'appli. Il y a la dernière version qui est sortie fin janvier, qui marche bien, qui est vraiment performante, donc on est content. Et donc voilà, il y a vraiment du contenu gratuit, il y a du contenu payant aussi par abonnement, pour avoir accès aux podcasts, on va dire, les plus j'allais dire les mieux, pas forcément les mieux, mais on va dire qui marchent le mieux et qui apportent le plus de valeur ajoutée. Et voilà, donc tu as ces 3 sphères-là: préparation physique, diététique et leadership et développement personnel. L'avantage, c'est que sur une appli, tu vois, par rapport, on va dire, à Spotify, Deezer ou autre, tu sais que tu vas chercher quelque chose d'hyper spécifique, tu vois, notamment sur la prépa physique, sur la kiné, tout ça.
mais tu sais que là-dessus, tu n'as que des trucs comme ça. Donc, quand tu veux écouter quelque chose comme ça, tu sais que tu vas là-dessus et tu as du contenu, on va dire, à foison pour trouver ce qui t'intéresse. Tu as plein d'intervenants. Ça parle de rugby, encore une fois, ça parle de top 14, ça parle de plein de choses différentes. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'on essaye de ramener le maximum de podcasteurs de haut niveau, justement, qui ont des super podcasts pour continuer de faire grandir l'appli, qui est disponible sur Android et sur tous vos smartphones. Ok, donc ça c'est bien. Merci pour le pitch. Alors, en tout cas, avec une mission de parler à tout un chacun et de les faire progresser, de nous faire progresser sur les thématiques santé, bien-être, performance, quelque part. Ouais. Carrément. Carrément. Okay. Et Max, c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Il a un parcours hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui en même temps gère cet aspect entrepreneurial là, tu vois, il a mis quand même, il s'est mouillé bien comme il faut, il s'est investi et il continue de s'investir à fond là-dedans, et qui en même temps est préparateur physique au Toulouse Handball, qui est un super club, au Phoenix Handball, qui est un super club de handball justement à Toulouse. Donc il arrive à gérer les deux, ce qui est hyper balèze, et puis voilà, moi ça me permet de voir un aspect entrepreneurial qui m'intéressait. Alors quand on est kiné libéral, en plus maintenant on n'a plus le droit de s'installer où on veut, ça c'est encore un truc, mais voilà, donc c'était libéral, mais tu choisis pas tes tarifs et tu choisis pas où tu t'installes, donc je sais pas à quoi ça sert, enfin je sais pas comment on peut appeler ça encore du libéral, bref, je dis vague, mais ça on est d'accord. Ouais, c'est fou. Mais tu vois, ça rajoute un petit aspect entrepreneurial et comment je pourrais dire, ouais, même pour moi en termes de développement personnel, tu vois, ça m'apprend des choses. Vu que je me suis associé, ben voilà, on a accès à des choses, on discute entre nous, on discute avec Max, on apporte des idées, des fois on n'est pas d'accord, donc on se met d'accord, etc. Mais c'est hyper formateur, je pense, pour moi, pour mes collègues aussi, parce qu'en plus on a différents âges. Donc il y en a qui ont déjà monté des boîtes et qui savent un peu comment ça se passe et l'envers du décor et qui nous expliquent. Et puis après nous on se retrouve, on va dire, on se heurte à la réalité de ce que c'est qu'être associé ou qu'être entrepreneur en France. Donc c'est, tu vois, on parle de Startup Nation, tout ça, mais je sais pas si tout est fait pour que pour faciliter les gens qui ont des idées à les mettre en œuvre. Je suis pas sûr. Mais voilà, franchement moi j'aime bien, ça me rajoute une casquette. Ça me permet d'apprendre plein de choses et puis voilà, j'espère continuer là-dedans, quoi. Ouais, mais en tout cas, on va suivre ça et puis on mettra dans les notes du podcast tous ces liens qui me semblent en tout cas pertinents. Quelle est toi ta journée type, si tu as une journée type, en gros du lever à ton coucher? Est-ce que tu as des routines particulières? Ouais, c'est une très bonne question. Alors moi, en tant que frontalier, moi j'ai des horaires qui sont... comment je pourrais dire, soit je démarre très tôt, avant soit je démarrais très tôt, soit je finis, si je démarrais tôt je finissais tôt, si je démarrais tard je finissais tard. Maintenant j'ai réussi à condenser un peu, donc j'ai des journées qui sont hyper variables. Alors hier c'était ma grosse journée. Hier je bossais de 7h à 20h à l'hôpital de la Tour, donc avec une bonne grosse journée. Ce qui est bien c'est que je fais on va dire plein de choses dans la journée parce qu'on a des patients on va dire hospitalisés, donc je vais voir les patients hospitalisés, donc fraîchement opérés, sur des croisés, sur des prothèses de genoux, tout ça. Et on a des patients, on va dire externes, soit qui ont été opérés à la Tour et qui viennent se faire rééduquer, soit des patients alentours, soit des patients même qui viennent de loin, voilà, pour des bilans, pour des trucs comme ça. Et moi, à la Tour, j'ai en plus un aspect maintenant un peu communication parce que je m'occupe du LinkedIn de la Tour. C'est la Tour Physio Team. Donc, oui, j'ai vu ça sur les réseaux. Donc c'est très axé, on va dire, rééducation et discussion avec les pairs, avec les experts de la rééducation, de la préparation physique, etc. Mais donc voilà, c'est un truc qui me branche pas mal et que j'aime bien. Donc je me lève tôt, les jours où je commence tôt, tous les jours de la Tour, je commence à 7h quand je bosse pour la Tour. Donc je me lève à 5h, soit je fais du covoiturage la plupart du temps avec mes collègues, donc ça me permet de discuter un peu, de prendre des nouvelles, soit j'y vais tout seul mais c'est un peu plus rare. Après j'attaque à 7h à la Tour, donc là honnêtement c'est un miracle si j'ai le temps de déjeuner avant, mais en général je déjeune pas trop le matin. Ensuite je mange relativement tôt parce que j'ai quand même la dalle, donc vers 11h30 je mange. Si j'ai de la chance j'ai 1 heure pour manger.
Ensuite, alors si je suis bon, j'essaie de faire une petite sieste, de manger en une demi-heure et de faire une petite sieste après. Comme ça, je rattaque c'est sacré. l'après-midi full gaz. Et après, donc soit j'arrive tard à la maison, alors c'est que 2 jours par semaine, donc ça va. Soit j'arrive tôt. Si j'arrive tôt, notamment normalement lundi, vendredi, je récupère les petits. Ça c'est cool. Ça c'est un aspect. Avant, j'avais des horaires différents et ça me permettait de mener les enfants le matin. Maintenant, je les mène plus, donc je les menais de temps en temps, je les récupérais de temps en temps. Maintenant, je peux plus les mener parce que j'ai choisi de commencer plus tôt. Mais par contre, je les récupère. Et notamment donc les lundis, les vendredis, et c'est tellement cool. C'est tellement cool de récupérer les petits parce qu'en général, ils sont contents de te voir. Déjà, tu vois, toi, t'accueilles ça, t'as eu ta bonne journée de travail. En plus, on a de la route quand même en tant que frontalier pour aller taffer. T'as une petite heure, hein, c'est ça? T'as 1 heure à peu près de route. Si ça roule vraiment bien, je mets 35-40 minutes. D'accord. Normalement, ça roule, ça bouchonne surtout à la frontière. Je mets 45, des fois 50, des fois 1 heure. Je pense au max, j'ai dû mettre 1h15. Mais donc, je récupère les petits. Normalement, ils ont déjà goûté, donc j'ai pas ça à m'occuper. Ramène à la maison. S'il fait beau, on joue dehors. S'il fait pas beau, on rentre, on joue dedans. Je les laisse un peu s'éclater, sortir les milliards de jouets qu'ils ont, mettre le why partout. Et si c'est un jour, on va dire, où je bosse pas pour la tour, donc notamment mercredi et vendredi, là par contre, j'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi. Donc le mercredi, il y a aussi les enfants, donc c'est pas full journée pour moi, mais le matin, j'essaie de faire du sport. Mercredi, vendredi, j'essaie de faire du sport le matin. Et au moins une fois dans le week-end. Je suis plutôt du matin. Je trouve que le soir, le matin, j'ai l'impression que c'est plus facile à gérer les petits. Et ça nous convient comme ça avec ma femme. Et le soir, par contre, je trouve, nous, ils se couchent, notamment la petite, elle se couche assez tôt. Donc il faut être prêt relativement tôt, tu vois, elle se couche vers 18h30, 19h, donc il faut avoir fait à manger avant, etc. Donc on se répartit un peu comme ça avec ma femme, il y a le bain, il y a le retour au calme, etc. Mais donc voilà, le sport mercredi, vendredi et si possible un jour ou deux le week-end. Et dans mon monde idéal, un truc que j'aimerais arriver à mettre en place, que je n'arrive jamais, et je pense que ça me ferait du bien, c'est tout ce qui est méditation. C'est un truc qui me branche. J'avais fait une formation là-dessus, on avait beaucoup médité en quelques jours et ça m'avait fait du bien. Mais à chaque fois que je m'y mets, c'est tellement... c'est un peu comme le sport. Je pense que si vraiment je me force, je vais pouvoir tenir. Mais quand je me lève à 5h du matin, que je commence à méditer, à part me rendormir, franchement, j'arrive à rien. Donc... Il y a dans le mode de la relaxation, si tu veux, alors t'as ça, la méditation, alors t'as le mode classique, mais t'as aussi le fait de méditer en marchant aussi. Hein, tu marches autour de l'hôpital, dans un endroit calme, tu vois, par exemple. Et autrement, il y a la cohérence cardiaque. Je sais pas si tu connais ou t'en as entendu parler. Je connais un peu. Et ça, en termes de bien-être. Et en termes de bien-être, tu as notamment la méthode 3-6-5 du docteur David O'Hare. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast. Et c'est vrai que c'est donc 3 fois par jour, 6 inspirations, 6 expirations par minute pendant 5 minutes. Et là, en fait, donc ça a un effet qui permet de rendre cohérent notamment les variabilités cardiaques et d'être moins réactif avec l'environnement. Et donc, ça dure entre 4 et 6 heures cet effet. Donc, c'est pour ça qu'on le met 3 fois par jour pour que il y ait une amplitude en fait sur toute la journée. Et n'empêche, c'est un moment de relaxation où tu essaies de te mettre, ça dure que 5 minutes, tu prends l'application type Petit Bambou par exemple, qui est gratuite sur la partie cohérence cardiaque. Tu te mets dans ta bulle et c'est cool. Mais j'essaye, j'en avais parlé avec une prépa mentale justement, j'essaye de faire ça, alors ça dure pas 1 minute, mais entre les patients. J'essaye entre les patients, tu vois, quand je me lave les mains après ma séance, j'essaye de prendre, allez, c'est pareil, dans le monde idéal, c'est 1 minute, mais en vrai, j'essaie de me prendre 15 secondes, 30 secondes, on va dire, si je me lave les mains, et de prendre 30 secondes juste pour respirer et pour switcher de mon ancien patient, de la séance qui vient de se terminer, à la prochaine, tu vois, qui va être, qui va être différente et être, ce qu'on disait, toujours, on va dire, disponible pour accueillir
mon ou ma patiente et ce qu'elle a, on va dire, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, et surtout plein de, Ouais. on va dire, d'énergie et de dynamisme pour que ce soit à 7 heures du matin ou à 19 heures, tu vois, et essayer de me dire que la personne de 19 heures sera pas moins bien traitée que celle de 9 heures du mat ou de 7 heures du mat, tu vois, je me dis, Ouais. Ouais. alors c'est un challenge, mais C'est voilà, super j'essaie de le challenge, faire. bah ouais. Ouais, ouais, c'est d'avoir des sas de récup, même petit soit-il, Ouais. ouais, c'est important. Quelle est la relation que tu as avec la spiritualité? Est-ce que pour toi, tu crois en quelque chose, un truc plus grand, un dieu? T'as quelque chose derrière ou pas C'est du une tout? bonne question. Euh, Avant de croire en quelque chose d'extérieur, j'essaie de croire en moi. Et je Ouais, trouve ça suffisamment difficile. ouais. Donc j'essaie de croire en moi, en ce que je fais. Je pense, des fois je me dis qu'il y a quelque chose au-dessus. Et je pense qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais, euh, mais voilà, en termes de spiritualité, j'ai pas eu d'éducation, on va dire, religieuse. Et Hmm. ça me va comme ça me va très bien. Euh, j'ai côtoyé des gens, notamment dans ma famille, qui croyaient en Dieu. Comment je pourrais comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si tu te mets à fond, quand j'étais vraiment petit, je croyais en un espèce d'équilibre. C'est-à-dire, euh, quand il arrive des choses de mal, il va t'arriver quelque chose de bien. Tu vois? Hmm. Et à chaque fois, c'est Ok. marrant, mais j'étais vraiment gamin. J'étais à l'école primaire, je devais être en CE2, quelque chose comme ça. Donc, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de mal, je me disais, c'est pas grave parce que je vais avoir l'équivalent en bien. Tu vois? Et à chaque fois qu'il Ok, m'arrivait quelque ouais. chose de bien, je me dis, ouh, le retour de bâton en mal, il va piquer. Et je me suis rendu compte que c'était pas exactement comme ça. Je me suis rendu compte aussi que t'avais beau croire en quelque chose de supérieur, il y avait des injustices, on va dire, incommensurables avec des gamins qui décèdent pour des trucs, tu vois. Et donc je me suis dit, t'as beau essayer de croire en quelqu'un, de toute façon t'es seul. Enfin, t'es seul. Hmm. C'est toi et toi-même. Donc plutôt que de croire en quelque chose d'imperceptible et que j'ai pas ressenti, alors que d'autres ont Ouais. sûrement ressenti, et voilà, y a aucun problème, je vais essayer de moins croire en moi et investir sur moi en termes de temps. Et c'est pour ça que j'aimerais bien arriver à méditer aussi. Mais voilà, plutôt que de croire, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus, mais voilà, j'ai trouvé ça tellement difficile, entre guillemets, tellement injuste, Ouais. que j'ai préféré me tourner vers moi et moi gérer ce que je peux faire au mieux. Hmm. Et le reste que je peux pas gérer, tu vois, on parle de destin, un truc comme ça, mais il y a des trucs que tu trop beau. Et on le voit aussi en rééduc, c'est marrant, mais il y a des fois, t'as beau t'acharner sur des patients et sur des, des, des situations hyper compliquées, des fois, t'auras beau faire ce que tu veux, ça ira pas mieux. Ouais. Tu vois, t'as Hmm. beau, toi, de ton côté, méditer, mettre le patient dans les meilleures conditions possibles, utiliser du matériel de pointe, t'auras beau faire tout ce que tu veux, des fois, quand ça veut pas, Hmm. ça veut pas. Donc, au bout d'un moment, sauvegarde aussi ton énergie et Ouais. laisse faire le truc, quoi. Des fois, c'est comme ça, tu peux pas lutter. Hmm. Ouais, je pense que ça, c'est important d'en avoir conscience. Mm, Là, je vois deux choses. Je vois la loi de Pareto, 20-80, 20% d'actions qui t'apportent 20-80% de résultats. mm, C'est même souvent du 10-90. Mais ça n'empêche que tu as cette version-là, mais tu as aussi le fait que bah, des fois, comme tu le dis, il y a des patients ou des personnes en face de toi, tu sens que ça ne matche pas. mm, Bah, en fait, quelque part, c'est avoir ce fameux lâcher-prise, dire OK, je lâche. Et puis bah, du coup, ça va bien matcher avec un autre patient. Et puis en fait, on se rend compte que bah, à un moment donné, il y a, je sais pas, il y a une sorte de synchronicité ou un truc qui fait que ça matche mieux avec le patient le lendemain ou mm, 3-4 jours après. Et toi, tu as sauvegardé ton énergie et c'est mm, important d'être écologique dans le mm, sens mm, énergie. Ouais. mm. Et puis vraiment, tu as des fois des situations où c'est pas, entre guillemets, il faut que ton ego soit à la bonne place aussi, et c'est pas toi la Aussi, solution, ouais. et toi, tu peux rien. Tu vois, Ouais. c'est pas toi qui va sauver. Tu vois, c'est un truc qu'on nous apprend pas trop aussi en école de kiné, mais il y a des fois des patients que tu soigneras pas. Et des Hmm. fois, tu auras beau faire ce que tu veux, te former, te machin, faire appel à des experts, machin. Et des fois, Ouais. c'est pas toi la solution. C'est comme ça.
C'est comme ça. Alors, ça peut être le patient lui-même, ça peut être même lui n'a pas la solution, même toi, tu n'as pas la solution. La solution, elle est ailleurs, elle est différente. Et c'est beau de s'acharner. Et vraiment, il y a des fois où je me suis acharné et peut-être je me suis trop acharné. Mais il y a des fois, il faut juste laisser faire le temps et espérer, quoi. Et ouais. Mais à partir du moment, et ça rejoint ce que tu disais au départ, tu es en mouvement. À partir du moment où tu es en mouvement, que tu es dans l'action, moi, je crois profondément au fait qu'il y a des choses positives qui arrivent à partir du moment où tu es dans l'action et ce que tu fais, tu penses que c'est bon. Et à un moment donné, tu sens qu'il y a, c'était un peu sur la ligne rouge, donc du coup, il y a quelqu'un qui va te le dire ou toi, tu vas le ressentir. Et puis à toi de dévier au bon endroit, si je puis dire. On arrive vraiment sur les dernières questions. Comment est-ce que tu as une personne que tu aimerais écouter sur notre podcast, une personne qui t'inspire et tu dis waouh, cette personne, alors qui plus est en français plutôt, pour que tous les auditeurs puissent entendre, comprendre. Est-ce qu'il y a une personne toi qui t'a inspiré ou qui t'inspire et que tu aimerais entendre chez nous? Alors j'ai vu que tu avais déjà interviewé Fulgence Ouedraogo, je l'ai pas encore écouté. Ouais, je vais l'écouter celui-là parce que en tant que fan de rugby, je suivais son parcours et à l'époque avec Trent Duke, Picamol, Julien Thomas aussi, il formait un super groupe et puis il a fait toute sa carrière. Alors il y a eu le Pic Saint-Loup, mais à Montpellier après. Donc il y a cette fidélité à un club que je trouve exceptionnel. Après, si t'arrives à voir Zidane, franchement. J'avoue. Alors, j'ai eu un de ses coachs, Zidane, qui était l'épisode numéro 1, avec Denis Troche. Je sais pas si ça te parle, Denis Troche. Oui. Je pense que je l'ai écouté, celui-là. Ouais. Tu vois, Denis, c'est une personne que j'adore particulièrement, et il a accompagné Zizou sur la coaching mental, coaching d'équipe, management d'équipe, il y a quelques années maintenant. Je ne l'exclus pas. Hein. La vie est toujours bien faite. mais Zizou, pour tout ce qu'il représente, alors moi en tant que Marseillais, mais pour tout ce qu'il représente en termes de foot, et tu vois, on parlait de développement personnel, de management, de leadership, il est impressionnant, et même sa fin de carrière, j'étais tellement dégoûté son coup de boule là, mais comme la plupart des Français, et en même temps, c'est clair. 2006. Un peu comme Maradona, tu vois, c'est pour moi c'est le même niveau de exceptionnel, et en même temps les mecs sont humains et tu peux péter les plombs et tu peux faire des bêtises, voire des grosses bêtises, mais les mecs sont humains et atteignent ce niveau de performance, de maintenir ce niveau de performance, et en même temps des fois avoir des coups de sang, et c'est vraiment, moi je suis fan de Zizou. Des fois je mets Zizou Zidane highlights et je prends mon fils et j'essaye de lui montrer ce que c'est qu'un le meilleur joueur de foot je pense de tous les temps, mais bon voilà, en tant que Marseillais, même s'il a pas joué chez nous, je suis pas objectif. Je comprends. Non, mais je comprends complètement, et j'ai lu aussi, plutôt écouté sa biographie sur Audible, hein, et franchement ça permet de comprendre un peu plus le personnage. Donc tant en tant que footeux mais je veux dire joueur, où il a une ascension avec une humilité de dingue, et travail. Alors je pense qu'il avait un talent de base, brut, c'est sûr. Mais il a peaufiné, polissé tout ça, et après quand il a quitté sa carrière de footballeur professionnel, il est devenu entraîneur, mais en fait ça n'a pas été le parcours idyllique, parce que c'est Zizou, il a vraiment franchi tous les caps, toutes les étapes, et ça c'est tout à son honneur. Et quand tu vois, il fait 3 Champions League, je sais pas combien de championnats d'Espagne, bref, c'est Coupe du Roi aussi, et tu dis waouh, ça c'est good. Maintenant next step, ce sera, je pense, après Dédé, après Didier Deschamps. J'espère en tout cas. Et là, il nous emmènera aussi sur une nouvelle étoile. C'est clair. Donc ok, Zizou, ça marche. Bon, en tout cas, Fufu alias Fulgence, c'est une vraie belle personne. J'ai eu l'occasion de te rencontrer à plusieurs reprises sur des thématiques plutôt entrepreneuriales, comme plutôt sportif. Il est vraiment ancré en plus dans l'aspect solidarité. Tu vois, il accompagne des personnes handicapées, des personnes en maison de retraite. Bref, c'est avec le MHR, c'est top. Top. Comment on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te suivre, Julien? Alors là où je suis le plus, on va dire, actif, c'est sur LinkedIn. Donc Julien Astourik, tout simplement.
Là où je suis aussi dispo, c'est Instagram. Donc, ça doit être Julien Astourik ou Objectif Performance, le nom du podcast. Ok. Et après, alors j'avais Twitter, mais j'utilise de moins en moins. J'avais Facebook, j'utilise de moins en moins aussi, donc faut pas m'ajouter là-dessus. Je vais pas être, je vais pas être Ouais. pertinent là-dessus. Actif. Mais ouais, LinkedIn, c'est vraiment là où je passe pas mal de temps, et Instagram sinon. Ok. Bon, on mettra, comme je le disais tout à l'heure, tous les liens dans les notes Ouais. du podcast. Top. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? C'est une bonne question. C'est important de kiffer quand même, hein. Tu vois, on a parlé Ouais. d'activité physique, des fois j'essaye de dézoomer un peu sur on va dire, tu vois, en plus on a parlé de spiritualité, c'est aussi quelque chose d'important, mais je me fais un devoir, alors encore une fois, il y a le mot devoir, hein, bon. Mais je me fais un devoir pour moi de kiffer la vie, et pour que mes proches kiffent la vie aussi au maximum, tu vois, ma femme, mes enfants, Hmm. mes frères, mes parents, franchement, je kiffe. Je me fais un devoir, mais au final, en vrai, je kiffe. Je kiffe Ouais. parce que tu vois, parce qu'on discute, parce qu'il y a ma femme, parce qu'il y a mes enfants, parce que je fais un métier qui me passionne, qui est pas tous les jours facile, tu vois, parce que tu vois des choses un peu Bien sûr. compliquées, et puis des fois ça se passe mal. Mais en vrai, je kiffe ce que je fais, j'aime le sport, je kiffe où j'habite. Je veux toujours plus, alors faut que j'arrive à me calmer. Mais en Ouais. vrai, on a tellement de chances de vivre là où on vit, de manière générale en France, et dans les Hmm. conditions dans lesquelles on vit, tu vois, on manque de rien. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, je manque de rien, mais on est un pays développé, même si je me plains du système de santé qui part un peu en vrille, ben, on a quand même un système de santé qui tient la route et qui, j'espère, va encore évoluer pour le mieux. Hmm. Voilà, moi, j'ai des personnes aimantes autour de moi, j'ai des personnes que j'aime, donc faut kiffer et il faut aimer, quoi. Ah, c'est béni, Ouais. ça. Ouais, faut kiffer et faut aimer. Et je Ouais, crois que ça va être les mots de la fin. Et franchement, je pourrais pas terminer mieux que comme ça. c'est bien dit, merci. Bon, en tout cas, franchement, merci infiniment, Julien, Merci à pour notre toi. échange sur voilà, ta franchise, ouais, ta franchise, pas de tabou, Mm, vraiment, vraiment qui tu es. Ben, ça permet de savoir ouais, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie mm, de communiquer, de partager, de transmettre. On sent de la transmission aussi à travers ce mm, podcast que tu animes. mm. Bref, bon, ben, en tout cas, allez-y, allez voir Julien, écoutez son podcast 5 également. étoiles. 5 étoiles sur les notes du podcast, qui plus est sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Bon, merci. Merci infiniment, Julien. Merci Et beaucoup. puis, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, ben, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à toutes et tous, rendez-vous semaine prochaine avec une autre personnalité tout aussi exceptionnelle que Julien. Allez, ciao, Merci ciao. beaucoup. Salut. À plus. Salut. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.